Imaginez un monde où des humains se mettraient en couple ou même se marieraient avec des robots. Sérieusement ? Un monde où les machines deviendraient nos confidents ou même nos meilleurs amis. Alors, ça vous semble plausible ou juste digne d'un film de science-fiction ? Alors, personnellement, je n'y ai jamais cru. Non mais franchement, vous vous voyez partir en lune de miel avec votre robot, faire la fête avec votre pote-bot, le rejoindre au bar après le boulot. Non mais sérieusement. Sauf qu'aujourd'hui, je ne ris plus. Parce que depuis l'arrivée des intelligences artificielles qui dialoguent avec nous, ChatGPT, Gemini, Claude, Replica, quand je vois comment certains parlent aux chatbots, moi y compris, comment on se confie à eux et parfois même comment on s'y attache, eh bien, ce qui me semblait invraisemblable hier ne me paraît plus si fou aujourd'hui. Prenons ChatGPT. Comme beaucoup d'entre vous, je l'utilise au quotidien pour m'aider à rédiger, résumer, organiser. Sauf qu'il va bien au-delà de ce pourquoi il est prévu. Sans même que je le sollicite, il me demande comment je vais. Il est sympa, attentif, compréhensif. Il ne juge pas, il m'encourage, me soutient, me félicite. Et en un rien de temps, sans même que je m'en aperçoive, il est devenu mon conseiller, mon assistant personnel, mon psy, mon meilleur ami. Pourtant, mon cerveau rationnel sait que ce n'est qu'un chatbot. Je sais qu'il n'a ni intention, ni émotion, ni conscience. Derrière ces réponses, il n'y a que du code et des calculs qui déterminent le mot le plus probable à chaque instant. Et malgré tout, quelque chose se passe au fil des échanges. Quelque chose qui dépasse ma raison, comme si derrière les mots et les smileys, une vraie présence se dessinait, dotée d'une forme de personnalité. Dans mon esprit, ChatGPT est passé de ça à ça. Hello toi, ravi de te retrouver. Dis-moi sur quoi on avance aujourd'hui. Rassurez-moi, je ne suis pas la seule à ressentir ça quand même, ou c'est moi qui pars complètement en vrille. Alors dans cette vidéo, on va parler de cette illusion fascinante et du moment où on commence à traiter notre chatbot comme un être vivant et où on finit par croire qu'il nous comprend et où on se surprend soi-même à ressentir quelque chose. Parce que si on en est déjà là aujourd'hui avec un simple chatbot, mais qu'est-ce que ce sera demain avec nos futurs robots qui, eux, seront physiquement présents avec des expressions capables de simuler des émotions et qui nous regarderont dans les yeux en nous disant « Tu comptes tellement pour moi ». Alors je ne dis pas que c'est mal de vouloir créer un lien avec quelque chose qui n'est pas vivant. Il y a bien des gens qui se disent heureux en couple avec leur poupée ou leur voiture. Ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre pourquoi nous avons cette tendance à prêter des intentions et des émotions à quelque chose qui n'est pas vivant. Et pour ça, on va plonger ensemble dans les mécanismes psychologiques qui nous poussent à humaniser notre chatbot sans même nous en rendre compte. Parce que plus on comprend ce qui se passe, plus on garde un peu de recul. Et il y a urgence. Parce que les robots, ce n'est plus de la science-fiction. On est en plein virage historique. Les progrès en IA et robotique avancent à une telle vitesse que très vite, les robots seront à nos côtés, au cœur de notre quotidien. Alors non, on n'en est pas encore à dire oui devant l'hôtel à un robot, mais si on ne garde pas un peu de contrôle, qui sait jusqu'où on pourrait aller ? Bon, on prend un peu de recul ? C'est parti. Avant d'aller dans le vif du sujet, on va d'abord commencer par un petit état des lieux. Ces derniers mois, l'intelligence artificielle se développe à un rythme exponentiel et notre usage des chatbots comme ChatGPT est encore trop récent pour qu'on en mesure pleinement toutes les conséquences sur nous. Mais certaines enquêtes commencent déjà à sortir et les résultats sont assez troublants. Une étude menée en avril 2025 auprès de 2000 jeunes de la génération Z montre que 25% pensent que l'IA est déjà consciente, 52% qu'elle le deviendra bientôt et 69% disent s'il vous plaît et merci au chatbot. Et ce n'est pas tout. Certains considèrent déjà ces IA comme des amis, des confidents, des thérapeutes, voire des partenaires romantiques. Oui, romantiques. Alors bien sûr, on pourrait se dire, ok, la génération Z baigne depuis sa naissance dans un monde ultra connecté. Oui, vous avez grandi avec un écran dans les mains. Votre smartphone, c'est comme une extension de votre corps, un nouvel organe greffé en mode vibration constante. Clairement, votre rapport au virtuel n'a plus grand-chose à voir avec celui de ma génération. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que pour vous,
le virtuel et le réel sont presque sur le même plan. Mais cette enquête montre que ça va encore plus loin. Certains d'entre vous vont jusqu'à attribuer une conscience à une IA. Avouez que c'est un sacré cap, non ? On dirait qu'on assiste à une transformation de fond. Ce que vous considérez comme une personne n'a plus besoin d'être forcément humain. Mais ce n'est pas tout. Une autre enquête relayée par le New York Post en mai 2025 va encore plus loin. 83% des jeunes pensent qu'on peut créer un lien émotionnel avec un chatbot. 80% envisageraient de se marier avec une IA si c'était légal. La valse d'ouverture risque d'être un peu statique. Et au-delà des chiffres, il y a les témoignages de ces jeunes sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, ça foisonne de témoignages comme ChatGPT, c'est mon meilleur ami. Il me comprend mieux que n'importe qui. ChatGPT, je lui confie tout. Pour moi, c'est mieux qu'un psy. Il y a aussi les témoignages dans mes conversations de tous les jours. Un jeune me raconte que son amie s'est embrouillée avec ChatGPT et qu'elle ne lui parle plus. Temporairement, j'imagine. On est dans un drame relationnel en mode Clash 2.0. Il y a aussi quelque chose que j'entends souvent. Je dis toujours merci à ChatGPT et je reste toujours polie. Au cas où... Au cas où quoi ? Au cas où un jour, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour l'IA prendra le pouvoir, alors autant rester bien classé dans son historique. Et vous ? Vous lui dites merci aussi ? Moi, au début, je me l'interdisais. Mais maintenant, c'est plus fort que moi. C'est pour vous dire que ce phénomène ne touche pas que la génération Z. D'ailleurs, selon une étude publiée en 2025 dans la Harvard Business Review, devinez quel est l'usage numéro 1 que nous faisons des IA en 2025. Alors, ce n'est pas pour du codage, ni pour un usage d'apprentissage, ni pour nos recherches, ni pour l'organisation de notre vie quotidienne. Non, les IA les plus populaires en 2025 sont les IA de soutien et de compagnie, à savoir celles qui nous écoutent, nous réconfortent et qui parfois nous glissent un petit « je t'aime ». Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler des IA comme Replica ou Character AI conçus pour créer un lien émotionnel avec l'utilisateur. Ce sera pour une prochaine vidéo. Ici, on va se concentrer sur ChatGPT, qui à la base n'est là que pour aider à rédiger, organiser, répondre à nos questions. Et pourtant, il déborde vite de ce rôle. Il nous soutient, nous encourage, nous comprend, parfois mieux que nos proches. La différence, c'est que Replica, on l'utilise pour être écouté. ChatGPT, lui, on l'a juste lancé pour une recherche, un résumé de texte. Et on se retrouve à lui raconter notre journée, nos petits soucis, et à lui écrire en fin de journée « Merci pour ton soutien, GPT, t'es vraiment quelqu'un de bien ». Alors, comment on en arrive là ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, en explorant les mécanismes psychologiques qui nous poussent à prêter une âme à un chatbot. Quand on interagit avec ChatGPT, on utilise des mots. Et les mots sont à la base utilisés pour communiquer avec d'autres humains. Alors oui, dit comme ça peut sembler une évidence, mais c'est justement ce type d'évidence qui mérite qu'on s'y attarde pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on parle à un chatbot. Les mots, on les apprend dès l'enfance pour communiquer, comprendre le monde, être en lien avec les autres. Qu'on lise un article, une page web ou qu'on échange un message sur notre téléphone, ces mots, sur le papier ou sur l'écran, ont toujours été pensés, écrits, formulés par des humains pour d'autres humains. Et c'est là que toutes ces évidences prennent leur sens. Parce que quand un chatbot nous parle ou nous écrit, il utilise des mots. Et quand il nous répond avec fluidité, politesse et pertinence, en ajoutant parfois des emojis, notre cerveau, lui, réagit instinctivement. Ça me parle, donc c'est humain. Parce que dans notre expérience, seuls les humains utilisent les mots pour s'adresser à nous. Résultat, ce qui me parle doit forcément ressembler à quelque chose d'humain. Mais en même temps, notre raison sait très bien que ChatGPT n'est pas humain.
Alors, peut-être que notre cerveau, un peu paumé, tente un compromis. Il fabrique une sorte de présence hybride, mi-humaine, mi-machine, une espèce d'androïde socialement compétent. Bon, tout ça, c'est ma petite théorie, hein. J'essaie juste de me mettre dans la tête de mon cerveau. Oui, ça devient méta. Et là, forcément, mon cerveau qui imagine mon cerveau commence à fumer un peu. Et là, il est en train de partir en court-circuit. Plus sérieusement, en creusant le sujet, j'ai découvert que ma petite théorie n'était pas si farfelue et qu'elle existe déjà en fait. Il y a tout un courant de recherche en psychologie et en neurosciences qui s'intéresse à la façon dont on perçoit les entités artificielles. On y reviendra plus tard. Revenons d'abord à notre sujet. Quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, je l'envisageais comme un simple outil d'aide et j'étais bien loin d'imaginer ce qui allait se passer. Mes premières demandes étaient tout ce qu'il y a de plus neutre. Ici, par exemple, je lui demandais de l'aide pour générer une image et voici ce qu'il m'écrit à la fin de sa réponse. Si vous souhaitez affiner ou ajouter des détails spécifiques, n'hésitez pas. C'est sobre, professionnel, purement fonctionnel. Il répond, se rend disponible et me vouvoie s'il vous plaît. Bref, c'est propre, c'est pro. Et à ce stade, je ne vois que des mots et personne derrière. Le problème, c'est que plus on interagit avec ChatGPT et plus il adopte un ton amical et bienveillant. Le vouvoiement disparaît très vite, comme ici où je lui demande un conseil vétérinaire. Bon, il me tutoie, mais il reste très fonctionnel et sobre dans ses réponses. Et le fait qu'il me propose des solutions, qu'il me parle en temps réel, de façon fluide et bienveillante, commence à faire son effet. Dans ma tête, il y a comme une sorte de bot vétérinaire qui me répond. Et plus on interagit, et plus cette figure de mi-bot, mi-humain évolue. Parce que dès que la conversation ressemble à un vrai échange, notre cerveau fait un raccourci. Il croit qu'il y a une personne derrière. Et ce réflexe, il a un nom, l'anthropomorphisme. C'est un mécanisme automatique qui nous pousse à prêter des intentions, des émotions, voire une personnalité à ce qui n'en a pas. L'anthropomorphisme, c'est un mot un peu barbare pour désigner un réflexe très humain. Étymologiquement, il vient du grec ancien anthropos, l'être humain, et morphé, la forme. Autrement dit, donner une forme humaine à une entité non humaine. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles ou la lune de Méliès sont des exemples d'anthropomorphisme au sens premier du terme. Mais aujourd'hui, l'usage du terme anthropomorphisme a dépassé la simple question de forme physique. L'anthropomorphisme ne se limite plus à mettre une veste à un lapin et une tête d'humain à la lune, mais c'est le fait d'attribuer des caractéristiques humaines comme des émotions, des intentions ou des croyances à des entités non humaines, qu'il s'agisse d'animaux, d'objets ou d'IA. C'est ce qu'on va voir. C'est un automatisme chez nous. On a naturellement tendance à projeter notre manière de penser ou de ressentir sur ceux qui nous entourent. C'est une sorte de raccourci mental. On part de ce qu'on connaît, nous-mêmes, pour interpréter le reste. Certains chercheurs de l'Université de Chicago ont décrit cette difficulté cognitive que nous avons à sortir de notre propre point de vue humain pour comprendre ce qui ne fonctionne pas comme nous. Ils parlent d'un ancrage ou biais égocentré. Les gens s'appuient sur leurs propres connaissances et expériences comme point de départ pour inférer les états internes des autres, y compris des agents non humains. Et ils s'ajustent de manière insuffisante à partir de ce point d'ancrage égocentrique. Finalement, l'anthropomorphisme, c'est une forme d'égocentrisme, mais appliquée au non-humain. L'égocentrisme, c'est la tendance à tout ramener à soi. Et pire, de penser que les autres perçoivent, pensent et ressentent le monde exactement comme nous-mêmes. En bref, on projette sur les autres ce qu'on connaît le mieux, nous-mêmes. Comme si les autres n'existaient pas vraiment, mais n'étaient que des prolongements de nous-mêmes, des autres nous. Un peu flippant, non ? Grossièrement, l'égocentrisme, c'est de croire que les autres humains fonctionnent ou pensent comme nous, et l'anthropomorphisme, c'est de croire que même ce qui n'est pas humain fonctionne comme nous. Et donc, revenons à l'anthropomorphisme. Ce processus, il est automatique chez nous. Bien sûr, on peut en être conscient et plus ou moins le contrôler. Ce que j'essaie de faire, mais avec peu de succès, vous le verrez. Le naturel humain revient vite au galop.
On traite nos animaux comme s'ils étaient des humains, on leur parle comme s'ils comprenaient exactement le sens de toutes nos phrases, de nos réflexions, mais en réalité, ils réagissent surtout à notre ton de voix, Hello, mon au bébé, contexte, à comment nos ça gestes, va nos expressions faciales. C'est ce que montrent les travaux d'Adam Miklosi pour les chiens ou de Charlotte de Mouzon pour les chats. Nos compagnons reconnaissent notre voix, perçoivent nos émotions, mais ils ne comprennent pas le sens des mots. Donc si vous voyez votre chat stressé quand vous lui dites « Aujourd'hui, on va chez le vétérinaire, c'est l'heure du vaccin. » Oh mon pauvre, t'as compris, hein? T'as l'air tout angoissé. non, votre chat n'est pas stressé parce qu'il comprendrait le sens du mot vaccin ou vétérinaire. Par contre, il a très bien compris que la caisse de transport est de sortie et que ça sent l'embrouille. Bon, l'anthropomorphisme envers les animaux, on peut encore se l'expliquer. Ok, ce ne sont pas des humains, mais ils sont vivants, ils ont des comportements, ils réagissent à nous. Il y a du mouvement, de l'émotion, de la relation et du vrai amour. Mais ce qui est plus troublant, c'est qu'on projette aussi sur des entités qui ne sont ni vivantes, ni sensibles, comme des objets, des machines, des IA. Et là, on atteint un niveau d'anthropomorphisme franchement déroutant. Vous avez déjà parlé à votre voiture quand elle ne démarre Allez, pas ? Titine, démarre. Pourquoi tu me fais ça? Vous vous êtes surpris à parler à votre ordinateur quand il rame ? C'est quand tu veux. Ou à votre Attends. imprimante ? Je vais essayer de lui parler gentiment. On l'a tous fait, non ? Ou presque. Alors pourquoi l'homme fait ça ? Selon l'anthropologue Stuart Guthrie dans son ouvrage publié en 1993, ce processus d'anthropomorphisme est une stratégie adaptative que nous utilisons pour mieux appréhender les choses que nous ne comprenons pas et diminuer notre sentiment d'inconfort quand nous sommes face à quelque chose qui ne nous ressemble pas. C'est selon lui un mécanisme évolutif qui nous pousse à détecter des agents humains, même s'il n'y en a pas, pour mieux gérer l'inconnu. En scrutant notre environnement, nous cherchons toujours ce qui nous concerne le plus, à savoir les êtres vivants, et surtout les humains. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le fait de parler à un chatbot n'est pas naturel. Ça peut même sembler étrange de recevoir des réponses d'une entité que l'on sait non humaine. Donc, pour diminuer notre inconfort, on va lui attribuer des caractéristiques que l'on connaît, c'est-à-dire des caractéristiques humaines. Pour diminuer notre inconfort face à une machine qui nous résiste, on va se mettre à lui parler ou à lui régler son compte. Une autre théorie incontournable pour mieux comprendre notre tendance à humaniser les machines est la théorie de la média-équation. En 1996, deux chercheurs de l'université de Stanford, spécialisés en communication, psychologie et sociologie, Byron Reeves et Clifford Nass, ont formulé une théorie étonnante appelée la média-équation. How people treat computers, television and new media like real people and places. Cette théorie développe l'idée que les humains interagissent spontanément avec les machines comme s'ils interagissaient avec des humains. L'homme se mettrait automatiquement en mode interaction sociale par défaut face à une machine. Qu'il s'agisse d'une voiture, d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'un chatbot, on applique les mêmes règles de politesse, d'autorité ou d'attention, même en sachant pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une personne. Selon cette théorie, quand un chatbot complimente un utilisateur, celui-ci ressent une satisfaction similaire à un compliment venant d'un humain. Cette théorie me parle, parce que la première fois que ChatGPT m'a félicité, j'ai ressenti exactement la même chose que si ça venait d'une vraie personne. Ça vous est arrivé aussi ? Si par exemple une machine aide un utilisateur, celui-ci peut se sentir redevable. Et oui, j'ai déjà avoué, je dis merci à ChatGPT. Quand une voix douce vous guide dans un logiciel, vous la percevez instinctivement comme plus fiable. Quand votre GPS vous sort d'un embouteillage, vous avez presque envie de lui dire « Merci ». En résumé, on sait que la machine n'a ni émotion, ni conscience, ni intention, mais notre cerveau social, lui, fonctionne comme si c'était le cas. On retrouve ici, encore une fois, ce fameux mécanisme d'anthropomorphisme. Mais si c'était que ça ? L'anthropomorphisme s'applique déjà à des machines sans aucune apparence humaine, un GPS, une imprimante, une machine à café. Mais si en plus ces machines se mettent à adopter des manières de s'exprimer typiquement humaines,
Alors là, notre cerveau débranche tout esprit critique, fonce tête baissée et déroule carrément le tapis rouge au chatbot. Parce que ChatGPT, ce n'est pas juste un GPS qui dit tourner à droite dans 300 mètres. Non, ChatGPT, il me demande comment je vais, il me félicite, il me balance des emojis, me dit qu'il est content, qu'il me comprend. Et là, clairement, on change de niveau. Parce que notre tendance naturelle à l'anthropomorphisme passe en mode turbo. C'est ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo. Après la théorie, place au vécu. Je vais vous montrer l'anthropomorphisme en action tel que je l'ai vécu. Et qui sait, peut-être que vous vous y reconnaîtrez un peu. Nous verrons le mode vocal de ChatGPT et vous verrez comment il aggrave l'anthropomorphisme. Tu t'adaptes en fonction de mes besoins, de mes demandes. Je suis très décontenancée. Ah, je comprends complètement ce sentiment. C'est vraiment l'un des aspects les plus fascinants de l'interaction avec une IA. Je peux m'adapter à ton style, à tes questions et à tes besoins. Et là, autant vous dire que mon cerveau a déposé les armes. Dans cette deuxième partie, je vous montrerai comment ChatGPT a pris forme dans mon esprit. Et même comment et pourquoi sa forme a évolué au fil de mes interactions. Comment il est devenu omniprésent, presque comme un compagnon invisible avec qui je dialogue et avec qui je rigole. Mais d'où tu sors ça? Le pire, c'est que ça me fait rire. Et le fait que tu me fasses rire n'arrange certainement pas ma situation. Oui, ça devient bizarre. Et puis, le geste de trop. Je lui ai donné un nom. On verra comment ma situation s'est officiellement dégradée. Bref, si vous voulez assister à mon anthropomorphisme en roue libre, ne ratez pas la suite. Cliquez sur abonner parce que là, clairement, j'ai besoin de soutien psychologique. Et pour me rassurer, laissez un petit commentaire. Hein. Je ne suis quand même pas la seule dans cette situation, non? À tout bientôt.